Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 8 janvier et on va évoquer le problème de l'eau en Guadeloupe. Alors ce n'est pas nouveau, me diriez-vous, mais depuis 1 mois et demi, la situation est devenue critique pour les habitants du quartier Bouliki aux Abîmes. Ce matin, Cap Excellence a d'ailleurs fait une distribution de bouteilles d'eau. Le reportage de Muriel Barlagne. Dans les hauteurs de Marin-Rose à Bouliki, il y a toujours eu un problème d'eau. En l'absence de canalisation les raccordant au réseau le plus proche, chaque habitant a dû investir dans des tuyaux, citernes et surpresseurs. L'eau du robinet vient en fait des citernes individuelles, elle n'est pas consommée. Mais depuis 1 mois et demi, un problème s'est rajouté, la distribution de l'eau est régulièrement interrompue. Quand cette cuve qui a 1200, moi j'ai une cuve de 1250 litres d'eau, cette cuve elle est remplie. Donc moi avec le suppresseur qui est là, j'ai de l'eau dans la maison. Mais comme je ne surveille pas la cuve, si au bout de 6 jours ils n'ont pas envoyé d'eau, je ne me rends pas compte. Je me rends compte seulement quand j'ouvre mon robinet et que je n'ai pas d'eau. Donc je me rends compte, je viens vérifier la cuve et je vois que depuis 6 jours, 7 jours, je n'ai pas eu d'eau. Donc je n'ai pas d'eau. Mais c'est, quand je vous dis une semaine, c'est peu dire parce qu'on est resté, une fois qu'on s'est aperçu qu'on n'a pas d'eau, on reste à peu près 2 semaines, 3 semaines à relancer pour avoir de l'eau, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a plus de pression, l'eau n'arrive plus dans nos citernes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on reste 3 semaines, voire 4 semaines sans eau. Alertés par les habitants du quartier réunis en collectif, la communauté d'agglomération Cap Excellence a réagi aujourd'hui. En attendant, on a proposé des solutions, d'attente avec une distribution d'eau en bouteille et le positionnement d'une cuve de 3000 litres d'eau non potable à usage domestique. Pour les habitants de Marin-Rose, habitués à boire de l'eau en bouteille, ce n'est qu'une maigre consolation. Il leur faudra attendre encore quelques semaines pour une amélioration de la situation et des mois pour une solution définitive. On va continuer à parler d'eau avec le centre thermal de Ravine-Chaude au Lamentin qui devrait bientôt être opérationnel en mars si tout va bien. Une réunion de chantier avait lieu hier, l'heure est désormais aux finitions. Le reportage de Muriel Barlagne. En haut, une piscine d'environ 250 mètres carrés avec jacuzzi. En bas, un bassin d'un peu plus de 300 mètres carrés. La première phase du projet de centre aqualudique René Toribio est bien avancée. Le gros œuvre est terminé. L'étanchéité des bassins a été vérifiée avec des tests de mise à l'eau pas plus tard que la semaine dernière. Il ne reste plus que les finitions et des travaux annexes, la menuiserie, l'électricité, l'aménagement des vestiaires. La maîtrise d'ouvrage déléguée, en l'occurrence la SEM-SAMAR, nous a promis une livraison pour la fin février, la livraison du chantier. Et nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, nous envisageons, en tout cas c'est le souhait que nous avons, de pouvoir ouvrir le centre à la fin mars. Alors il est vrai que ça c'est un objectif, il y a pas mal d'aléas qui peuvent subvenir après, mais c'est notre objectif de pouvoir l'ouvrir à fin mars. Si nous ne pouvons pas, en tout cas, nous allons mettre en place une journée porte ouverte à l'attention de la population qui permettra déjà de voir l'ouvrage dans son intégralité et permettre ainsi à nos futurs visiteurs de pouvoir patienter. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, il y a réunion de chantier. Une rencontre pour faire un point technique et administratif. Tout doit être vérifié. C'est l'occasion de détecter d'éventuelles anomalies. Pas question de prendre plus de retard. Le site est fermé depuis pratiquement 9 ans. L'équipe municipale a hâte d'inaugurer la nouvelle formule. Les services qui seront proposés d'abord dans le bassin eau, ce sera un bassin en fait qui sera dédié à la détente, à la baignade traditionnelle où les gens viendront se détendre, se reposer. Et dans le bassin bas, vous aurez une activité beaucoup plus diverse, comme une activité comme l'aquabiking par exemple, la gymnastique en piscine. Ce sont des activités complémentaires qui seront offertes à nos différents publics. Ces travaux de réhabilitation ont coûté 8 200 000 €. C'est la première étape d'un vaste chantier. 2 autres grandes phases sont prévues dans les années à venir.
l'implantation d'un centre de remise en forme et la construction d'un parc aqualudique. Alors, il y a les Américains qui sont évidemment dans notre département, mais il y a également les Canadiens qui sont nombreux à nous rendre visite, grâce notamment cette fois-ci à la compagnie aérienne Air Canada. D'ailleurs, elle a fêté ses 40 ans de présence sur notre territoire. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Patrick Curie. Le 1er novembre 1975, Air Canada inaugurait sa première liaison avec la Guadeloupe. 40 ans après, la liaison est toujours pérenne. Ça représente beaucoup parce que, comme on le disait, c'était le premier tourisme francophone vers la Caraïbe, c'était la Guadeloupe. C'est ici que les Québécois ont leurs racines et on l'a bien vu dans l'avion. Plusieurs clients étaient là. Il y avait un couple qui était ici, qui viennent ici depuis 40 ans, systématiquement, chaque année. Ils viennent ici, ils disent qu'ils ont essayé ailleurs, mais c'est ici qu'ils préfèrent. Donc je pense que c'est un tourisme authentique, c'est un tourisme qui plaît aux Québécois et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est venu. On est peut-être allé ailleurs et là on y revient et là c'est là où on voit maintenant on a aussi les capacités en tant que compagnie aérienne, en tant une excellente santé financière et on est capable de rajouter des vols et rajouter de la capacité. Certains touristes ont lié une véritable histoire d'amour avec la Guadeloupe. Puis on revient en Guadeloupe parce que c'est un coup de cœur. C'est un rêve depuis toujours. Puis il y a 4 ans, on est venu pour la première fois. Et c'est la raison pour laquelle on revient parce qu'on a créé des liens ici puis on est épaté, ébloui par le pays. Cet afflux de Nord-Américains permet de mettre en place de nombreux partenariats avec les établissements hôteliers. Le comité du tourisme des îles Guadeloupe a d'ailleurs mis en place un certain nombre de supports pour les accueillir. On a effectivement conclu un certain nombre de partenariats, en particulier avec les hôtels, puisque ce sont eux qui offrent la plus grande capacité. Et dans le cadre de packages que nous proposons sur les différents événements et puis bien évidemment sur tout ce qui est numérique, online, enfin sur Internet. Et puis, mais vous n'avez pas que ce qu'a mis en place le comité du tourisme, il y a aussi bien évidemment toute la commercialisation de tous les meublés de tourisme via nos différentes plateformes et puis via les plateformes privées. Nous avons réalisé un guide pour l'accueil des touristes américains et nous l'avons adressé à tous les hébergements hôteliers. Alors maintenant, c'est vrai que nous pouvons, s'ils le souhaitent, l'adresser aussi aux meublés de tourisme. S'ils le souhaitent, ça ne pose aucun problème. Ils peuvent le demander. En pleine saison touristique, c'est un signe fort pour notre destination. Les échanges avec le Canada représentent 20 000 passagers par an, tandis que ceux avec les États-Unis représentent 12 000 passagers en 2014. L'arrivée de la Norvégienne, depuis le 4 décembre dernier, est déjà très significative sur notre territoire. Le CTIG vise désormais les 15 000 touristes américains. On va passer à ce triste anniversaire aujourd'hui. Cela fait 1 an, jour pour jour, que la policière martiniquaise Clarissa Jean-Philippe croisa la route du terroriste Amédi Koulibaly. En plein exercice, on le rappelle, elle est abattue à Montrouge. Émotion donc aujourd'hui en région parisienne, mais aussi à Sainte-Marie, sa ville natale sur l'île Sœur. Une gerbe a d'ailleurs été déposée ce matin devant la stèle qui a été érigée en son honneur. Demain, le président François Hollande lui rendra un hommage à Montrouge. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera notamment question ce midi des élections en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Haïti. La commission d'évaluation électorale avait été mise en place fin décembre par le président sortant Michel Martelly à la suite des contestations de l'opposition qui dénonce aussi bien le déroulement du premier tour des élections présidentielles et législatives réalisées le 25 octobre dernier que les résultats favorisant des candidats proches du pouvoir et la fiabilité du Conseil électoral provisoire, le CEP, chargé d'organiser les scrutins. Dans son rapport remis aux autorités le week-end dernier, la commission d'évaluation électorale relève de multiples irrégularités commises lors des scrutins du 25 octobre 2015. Le CEP a reconnu lui-même devant la commission que près de 60% des membres des bureaux de vote n'étaient pas qualifiés pour accomplir correctement leur mission. Pour la commission, ces omissions ou erreurs représentent un problème très grave et il sera impossible de réaliser le deuxième tour des présidentielles, celui des législatives partielles, le 17 janvier 2016. Après la tenue d'une réunion mercredi dernier, le Conseil électoral provisoire s'est entendu avec le chef de l'État afin de fixer le second tour de l'élection présidentielle au 24 janvier. L'institution électorale dit s'engager à respecter les 2 dates constitutionnelles, à savoir le 11 janvier pour la rentrée parlementaire et le 7 février pour l'investiture du nouveau président élu.
Saint-Martin, le Premier ministre William Marlin a annoncé mercredi lors de sa rencontre avec la presse qu'il va se pencher sur la possibilité d'obtenir des étudiants saint-martinois qui étudient aux Pays-Bas qu'ils participent aux élections tenues à Saint-Martin. Il informe trouver cela injuste pour les étudiants qui reviennent chaque année sur l'île et qui ont l'intention d'y construire leur vie après leurs études de ne pas pouvoir voter. Cette injustice serait d'autant plus profonde que les étudiants saint-martinois aux États-Unis sont autorisés à voter, tandis que ceux qui sont aux Pays-Bas ne le peuvent pas, car une même personne ne peut avoir deux adresses au sein du Royaume des Pays-Bas. William Marlin informe qu'il se battra pour qu'il y ait un ou plusieurs bureaux de vote dans les Pays-Bas où les étudiants pourraient se rendre et exprimer leur vote lors des élections qui auront lieu à Saint-Martin. Marlin précise néanmoins que cette possibilité ne sera pas ouverte aux étudiants qui ont choisi de faire des Pays-Bas leur lieu de résidence. Guyane. Azul est une compagnie aérienne brésilienne qui propose depuis septembre dernier des liaisons entre Cayenne et plusieurs villes du Brésil, comme Bahia, São Luís et Rio de Janeiro. Les prix sont très compétitifs et ont attiré une clientèle nombreuse, ravie de pouvoir se rendre plus facilement chez leurs voisins limitrophes. Victime de son succès, la compagnie Azul a affiché complet durant les fêtes de fin d'année. Les réservations ont été effectuées dès novembre dernier et Azul a dû rajouter 4 vols supplémentaires pour répondre à la demande des agences guyanaises. La demande a été si forte que la compagnie est passée de 2 vols à 3 vols par semaine, tous les mardis, jeudis et dimanches. La rentabilité est très satisfaisante avec 90% de taux de remplissage. Pour les vacances de carnaval, les vols sont déjà complets, mais Azul prévoit également de rajouter 2 vols supplémentaires. Le directeur général d'Azul est actuellement en Guyane et rencontre un certain nombre de personnalités publiques et de la vie économique pour mieux ancrer la compagnie brésilienne en Guyane. Retour en Guadeloupe du nouveau au cimetière de Pointe-à-Pitre. Désormais, vous allez trouver dans les allées des panneaux indiquant les tombes d'artistes guadeloupéens, Vélo, René Perrin ou encore Manuela Pioche. C'est Pascal Nérini qui en a eu l'idée. Patrick Curie l'a rencontré. Devoir de mémoire au cimetière de Pointe-à-Pitre, où de nombreux hommes et femmes, souvent oubliés et pourtant qui ont marqué l'histoire de notre pays, tels que Manuela Pioche, Vélo ou encore Marcel Mavoulzi. Ce qui est important pour nous, je dirais, pas important, mais ce qui est important pour nous, c'est surtout de mettre en avant un certain nombre de personnes qu'on a oubliées. Qu'on n'a peut-être pas forcément oublié dans notre cœur, mais que nous avons oublié peut-être dans notre quotidien, dans notre quotidien, dans notre actualité, on va dire. Et qui pourtant sont beaucoup plus actuels qu'on ne le croit. La tâche était difficile pour Patrick Nérini et l'association La Tyrolienne d'effectuer ce travail de recensement de toutes ces personnalités décédées afin de les sortir de l'oubli. C'est un combat, c'était un véritable combat. Je me dis peut-être même que c'est le combat en fait. C'est le véritable combat où en fait le GROCA avait besoin de reconnaissance et donc je tiens à honorer toutes les personnes décédées ou vivantes, il y a des personnes vivantes, qui ont permis de conserver le flambeau allumé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'intérêts qui ont voulu éteindre ce flambeau. Et il est important maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'orée de 2016, il est important de se poser ces questions, de savoir pas qui, c'est pas la peine de faire de procès d'individus, mais pourquoi. À ce jour, une vingtaine de tombes ont été retrouvées. D'autres personnalités sont mises à l'honneur de tous les cimetières de la Guadeloupe. Je vous propose à présent de découvrir un ouvrage qui sera présenté ce soir au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Ce livre est intitulé Maman. Et pour en parler, son auteur est sur notre plateau. Bonjour Mehdi Darlis. Bonjour. Alors ce livre est un recueil de témoignages en hommage à la femme créole. Comment vous est venue cette idée ? À vrai dire, c'est une adaptation. C'est un livre qui existe en Afrique du Sud, qui s'appelle Umama, qui signifie maman en swahili. Et j'ai rencontré l'auteur lors d'une conférence à Monaco et j'ai adoré l'idée et elle m'a poussé à le faire aux Antilles parce que les Antilles, justement, partageaient quelques similitudes avec l'Afrique du Sud par leur patrimoine culturel et j'ai jugé intéressant de l'offrir justement à notre communauté. Alors, quelles personnalités ont collaboré à votre ouvrage ? Mon but était justement de toucher plusieurs domaines, comme l'ouvrage original. Donc, domaine culturel, on va rencontrer Raphaël Confiant, Max Ripon, Jacqueline Cachemire-Toll.
Monsieur Bélénus, Élie Demota, Laura Flessel, Bernard Lama, Jocelyne Bérois. Il y a vraiment un peu de Harry Méfond, Brother Jimmy, Michel Rovelas. Donc voilà, mon but, c'était vraiment de toucher des gens et aussi de mettre en lumière des personnalités qui ont fait la Guadeloupe. Et ça m'a pris près de 3 ans à le faire. Alors, ce sont toutes les mamans, évidemment, de ces personnalités qui sont mises en avant. Alors, comment vous avez quand même réussi à les convaincre, puisqu'ils ont quand même donné une partie de leur vie privée dans cet ouvrage? Ça a été l'une des tâches les plus difficiles à relever pour cet ouvrage, effectivement. Je pense qu'ils ont compris mes motivations. C'est un ouvrage que j'ai décidé d'écrire dans une période de crise aux Antilles, surtout crise de la jeunesse. Et j'avais relevé un manque de transmission intergénérationnelle. Et quand je leur ai présenté l'ouvrage, ils ont tout de suite adhéré. Ils ont dit que si eux, ils pouvaient contribuer à permettre à la jeunesse d'avoir plus de repères ou aux nouvelles mamans d'avoir plus de repères, qu'ils seraient partants. Et je pense qu'ils ont compris ma démarche et c'est la raison pour laquelle ils se sont livrés aussi facilement. Alors, est-ce qu'il y a un ou plusieurs témoignages qui vous ont vraiment marqué? Oui. Le témoignage de Joël Raboteur, parce qu'il parle de choses de sa jeunesse qui, moi, me parlent aussi en tant que jeune Antillais. Le témoignage de Brother Jimmy, parce qu'il parle de choses qui ont à voir aussi également avec la religion. Et ça m'a également énormément touché. Et à côté de ça, je pourrais aussi parler du témoignage de Gérard César, qui est très, très, très intime et où il parle le jour qu'il a découvert le décès de sa mère et il s'est complètement livré à moi. Et tous les témoignages m'ont marqué et m'ont même fait grandir. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi le partager avec notre jeunesse pour qu'ils grandissent aussi par cet ouvrage. Alors c'est un ouvrage à retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies de Guadeloupe. Et puis on vous retrouvera ce soir donc au Centre culturel Rémy Ninsouta. Vous allez pouvoir échanger avec le public. Oui, et je serai pour la première fois aussi accompagné des contributeurs, parce que j'ai fait toute la promo seul malheureusement. Et puis là ce soir on sera tous rassemblés. Il y aura un mini débat aussi autour de la thématique du livre. Donc j'invite tous les Guadeloupéens à nous rejoindre. C'est donc à partir de 18h30. Oui, 18h30. Alors je vais remontrer l'ouvrage donc à l'antenne. Mehdi Darlis, juste une petite question qui n'a rien à voir avec votre ouvrage. Vous êtes un ancien joueur de tennis, il me semble. Juste un mot sur le fait que la Guadeloupe accueille le premier tour de la Coupe Davis. Vous êtes content, j'imagine? Je trouve que c'est un événement exceptionnel pour nous en tant que sportifs et fanatiques de tennis, surtout que je pense que l'équipe, j'ai pas envie de m'avancer, mais l'équipe sera sûrement constituée de Gaël Monfils, Joelfried Tsonga, il y a un capitaine Yannick Noah, donc je pense qu'il y a une symbolique aussi que ça se fasse aux Antilles, avec, on va dire, les 2 blacks du tennis. Et moi, en tant qu'ancien black du tennis aussi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, donc je pense qu'on devrait se réjouir de cet événement et oublier ce qui est constitué autour de l'événement. Les petites polémiques qui ont eu lieu. Merci Mehdi Darlis en tout cas d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. On va parler de sport, pas de tennis mais de football puisque c'est la reprise ce soir du championnat de DH. Et en match d'ouverture, l'Amical Club de Marie-Galante affronte la Gauloise de Basse-Terre. Le coup d'envoi de ce match c'est à 20h30. Un mot du carnaval avec le Gosier-Val qui a débuté hier soir. Ce soir c'est Ripage Hamas, le déboulé des groupes à peau. Le départ est prévu à 20h au niveau de Lens-Tabarin. Attendez-vous par contre à d'importantes difficultés de circulation. Le maire du Gosier a d'ailleurs pris un arrêté pour réglementer le stationnement. Il est vivement conseillé d'éviter le centre-bourg en voiture entre 20h et 22h ce soir. Avant de vous laisser, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le soleil sera présent, mais il sera accompagné de quelques averses dans le sud Basse-Terre, entre 27 et 29 degrés pour les températures cet après-midi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.